Alors, le modèle de quatrième de l'atome est insuffisant pour expliquer la nature conductrice ou isolante des matériaux. Il faut donc amener un nouveau modèle de l'atome. En fait, dans ce modèle, on va regarder tout simplement ce qu'il y a dans l'atome. Et quand on connaîtra les particules qui composent l'atome, on pourra expliquer le caractère conducteur ou isolant des matériaux. Alors on va travailler avec ce document. En bas, il y a 6 questions. On va répondre progressivement aux 6 questions en tirant les informations du document. Première question, quels sont les constituants d'un atome? Alors il faut regarder le document A pour y répondre. Et ces schémas vont également nous aider à répondre. Eh bien, on voit que dans un atome, au milieu, on a ce qu'on appelle un noyau, qui n'est pas à l'échelle ici, et autour du noyau, on a des électrons. Ici, on a représenté 3 électrons. Les électrons se déplacent très rapidement et ils suivent des chemins variables. Alors, si je prenais par exemple une photo de cet atome à un instant t, eh bien, j'obtiendrai cette image. Chaque point, ici, représente une position possible des électrons à un instant t. En fait, les électrons sont tellement rapides qu'on a l'impression qu'ils sont à des millions d'endroits en même temps. Et vous voyez ici que tous ces endroits s'additionnent et on a l'impression d'avoir quelque chose de compact, de solide. Ce sont les milliers de positions possibles que peuvent emprunter les électrons à un instant t. Alors on a ici une animation qui peut vous donner aussi une image de ce que c'est qu'un atome. Voilà. Alors ici on a une information supplémentaire, on voit que le noyau est composé de 2 types de particules, les protons qui sont en rouge, positifs, et les neutrons qui sont en vert, neutre. Mais ça, on l'écrira par la suite. Bien, donc dans le cahier, il faudra écrire la composition de l'atome. Alors vous avez ici 2 modèles de l'atome, le modèle de Rutherford, le modèle de Bohr. Donc nous, en troisième, on va travailler sur le modèle de Rutherford. Quand vous serez en seconde, vous travaillerez sur le modèle de Bohr. Vous allez continuer dans les années qui viennent à présenter des modèles de l'atome de plus en plus complexes et de plus en plus réalistes. Ces phrases seront à écrire dans le cahier. Les mots qui manquent dans la fiche, vous aurez à les compléter. Vous pourrez faire pause sur la vidéo pour noter les mots et puis poursuivre la découverte de la constitution de l'atome. Alors, on va répondre maintenant aux questions 2, 3 et 4. Quelle est la partie de l'atome qui contient les charges positives, les charges négatives et quelle est la charge globale de l'atome? Alors, pour ça, il faut étudier le document C. Eh bien, regardons les charges qu'il y a dans un atome. Si on prend ici l'atome de sodium, on voit que le noyau porte 11 charges plus et on voit qu'autour du noyau, on a 11 électrons et que chaque électron porte une charge moins. L'atome est électriquement neutre, ça veut dire qu'il y a autant de charges plus dans son noyau que de charges moins dans son nuage. Ici c'est un autre atome, c'est pareil, on a 10 charges plus dans le noyau, et bien si on fait le compte, on a 10 électrons autour du noyau. Les charges plus du noyau sont compensées par les charges moins du nuage, on dit que l'atome est neutre. Voilà. Alors le noyau contient les charges plus, on l'a déjà vu dans l'animation précédente, les charges plus sont portées par les protons et les neutrons sont neutres, et il y a autant de charges plus dans le noyau que de charges moins dans le nuage, on dit que l'atome est neutre. Donc vous aurez à recopier ces phrases, faites pause si vous ne les avez pas encore complétées sur la fiche que je vous ai donnée en classe. Alors les forces dans l'atome. Pour vous montrer les forces dans l'atome, je suis obligé d'utiliser cette petite animation. Voilà, elle va bientôt apparaître. Alors, si j'ai ici une particule chargée négativement et une particule chargée positivement, 2 particules de signe opposé, eh bien, qu'est-ce qu'elles font? Elles s'attirent.
Si j'essaye de les séparer, vous voyez, elles se collent à nouveau, elles s'attirent les unes les autres. Deux charges de signes opposés s'attirent. Donc les charges plus du noyau attirent les charges moins des électrons, et de ce fait, les électrons ne peuvent pas s'éloigner très facilement du noyau. Et si j'essaye de séparer les charges, hop, elles vont de nouveau se coller. Maintenant, si je prends deux charges de même signe, eh bien deux charges de même signe, vous voyez, elles se repoussent tout le temps. Alors ici, j'ai deux charges de signe plus. Si j'essaye de les rapprocher, elles se repoussent. Si je prends deux charges de signe moins, si j'essaye de les rapprocher, elles se repoussent. Voilà. Donc ça sera aussi à écrire dans le cahier. Deux charges de même signe se repoussent, deux charges de signe opposé s'attirent. Et ces forces vont expliquer énormément de phénomènes en chimie, mais aussi en électricité. Cette connaissance va nous permettre d'expliquer le passage du courant électrique dans les matériaux solides, le passage du courant électrique dans les liquides. On peut également expliquer certaines propriétés de la matière, comme le fait que l'eau soit liquide à température ambiante. Enfin, ça a des tas de répercussions dans des tas de domaines de la science. Donc ça, ce sont les forces dans l'atome. Et on va maintenant s'intéresser aux dimensions et aux masses dans l'atome. Alors pour ce faire, il suffit de regarder par exemple ces petits disques. Ici, c'est l'atome d'aluminium, caractéristique de l'atome d'aluminium. On voit que la masse de l'atome, c'est 4,5 fois 10 puissance moins 26 kg. La masse du noyau, c'est aussi 4,5 fois 10 puissance moins 26 kg. Et les électrons dans cette histoire alors? Si on regarde la masse des électrons, on voit que les électrons, c'est du 10 puissance moins 31, alors que le noyau, c'est du 10 puissance moins 26. Donc autrement dit, les électrons sont 10 000 fois plus légers que le noyau. Donc la masse des électrons est négligeable. Donc toute la masse de l'atome est concentrée dans son noyau. Les masses des électrons sont négligeables. Maintenant, si on regarde les dimensions. Alors, si on compare l'atome d'hydrogène à un terrain de foot, eh bien, le noyau de l'atome d'hydrogène, ce serait une petite bille placée au centre du terrain de foot, ici, et l'électron, eh bien, ce serait un petit point de matière, comme ceci, qui tourne autour du noyau. Le petit point de matière, bien sûr, serait infiniment petit. Donc là, ici, mon trait est assez gros, pour que vous puissiez bien le voir. Mais l'électron tournerait ici, dans ce gigantesque espace. Un petit point de matière qui tourne dans ce gigantesque espace. Donc, qu'est-ce que l'on a entre le noyau et les électrons? On a essentiellement du vide. Donc l'atome est essentiellement constitué de vide. On dit qu'il a une structure lacunaire. Alors je vous présenterai d'autres représentations d'atomes en classe et on verra qu'à chaque fois l'atome est essentiellement composé de vide. Donc toute la masse de l'atome est concentrée dans son noyau et l'atome est essentiellement composé de vide. On dit qu'il a une structure lacunaire. Alors un petit exercice que l'on fera en classe sur la composition, la constitution des atomes. On dessinera ici un atome d'aluminium et là on complétera ce petit tableau. Voilà. Donc si vous n'avez pas complété déjà la plupart des phrases en classe, eh bien vous le faites en regardant cette vidéo. Bon courage.